Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre dans votre émission hebdomadaire. C'est votre émission Made in France. Ce soir, nous allons accueillir une artiste qui est déjà connue, parce que des fois on met en lumière des gens, mais elle est connue. Mais on va peut-être la découvrir sous un autre angle. Donc Samir Osman, bonsoir. Bonsoir. Alors, si je vous posais la question comme ça, un peu toujours difficile, qui est Samir Osman? D'où vous venez? Vos origines? Vous avez grandi comment? Alors, je suis d'origine tunisienne. Mes parents viennent d'une petite île qui s'appelle Djerba. Et je suis née en France, dans le 19e arrondissement de Paris, où j'ai grandi jusqu'à mes 7-8 ans. Et ensuite, on est allé vivre à Clichy-sous-Bois, dans le 93, là où les révoltes urbaines ont commencé en 2005. Et je suis restée là-bas jusqu'à 2003, donc juste avant les... Je suis partie avant ça. Et voilà, je fais de la scène depuis l'âge de 12 ans. Ah, depuis l'âge de 12 ans? Ouais. Vous avez commencé comment alors? Sur une improvisation théâtrale qui avait lieu dans un atelier théâtre le mercredi après-midi au collège, j'ai réussi à tirer des larmes la première fois que je suis montée sur scène. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'ai envie que les gens me regardent chialer. Et du coup, je me suis accrochée au théâtre, même si c'était pas forcément quelque chose qui plaisait à mes parents. Et j'ai fini par en faire mon métier. Et donc vous avez commencé d'abord par le théâtre ou Ouais. tout de suite la scène d'humour? Non, j'ai commencé d'abord par le théâtre classique. Donc j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris, du 1er et du 11e arrondissement. Et en fait, après, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans l'humour en 2008-2009. Et j'ai commencé mon propre spectacle dans les années 2010-2011. Et maintenant, je sillonne un peu toutes les scènes francophones en Afrique, mais aussi en Europe. Et puis, Dieu merci, ça commence à bien marcher. Oui, j'ai vu ça parce que c'est vrai qu'on vous suit depuis un moment, les gens vous connaissent puisque vous avez effectivement fait beaucoup de scènes. Alors, moi je vous avais découvert il y a longtemps, mais je vous avais vu aussi sur scène à Alger. Ouais, j'ai joué au premier festival du rire d'Alger. Et c'était l'Algérie, c'était juste exceptionnel. On a été accueillis comme des rois. On a logé au Sofitel là-bas et c'était très chouette. Et j'ai beaucoup aimé le tempérament des Algériens, très rentre-dedans, très cash, très direct. Et ça a même prêté à écrire un sketch de genre 15 minutes sur l'Algérie. Et du coup, voilà, j'attends avec impatience d'avoir l'occasion d'y retourner. Oui, et puis j'ai vu aussi que vous aviez aussi joué dans une série algérienne. Oui, ça s'appelle Chez Didine. Et donc, je suis passée dans un épisode avec Kamel Bourakez, Nawel Zaatar, le fils de Galouabi et aussi Malouane Galouabi. Je jouais le rôle d'une fille qui était un peu cinglée, qui était persuadée que le chauffeur de bus était amoureux d'elle, et en fait, tout était dans sa tête. Et le fils de Galouabi jouait le rôle de mon frère, qui voulait la peau de ce type-là. Donc, c'était assez rigolo, c'était cocasse. Surtout que l'Algérie, en fait, m'a ouvert les portes avant la Tunisie. Donc, moi, je suis d'origine tunisienne, et puis je me retrouve à jouer dans un feuilleton algérien, et faire une grosse scène en Algérie avant de jouer chez moi. Donc, c'était chouette. Alors, on va y revenir sur la partie Tunisie parce que, mais donc vous, quand vous avez démarré, ça vous a fait quel effet les premières scènes? Parce que les gens qui vont vous découvrir là ne savent pas que vous êtes passé par le théâtre, que vous avez fait des études, que vous avez fait une école, parce que souvent les gens ont l'impression que on arrive par des vidéos sur les réseaux sociaux et hop on sait faire la scène, on sait voilà. Et là on découvre quand même que vous avez commencé par le théâtre, c'est-à-dire des rôles. Vous parlez tout à l'heure de vouloir faire pleurer, vous avez fait des rôles sérieux quoi. Avant parce que on connaît Samir Osman dans l'humour, vous nous faites rire en permanence. Mais en fait, le théâtre classique, c'est un peu comme le solfège. Quand on apprend les bases, on est capable de faire un peu de tout après. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir une formation initiale artistique, théâtrale, si on veut après monter sur scène. C'est bien, il y a des gens pour qui c'est inné. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient très drôles, mais qui ne se rendent pas compte que c'est pas le même travail quand on fait des vidéos chez soi et quand on monte sur scène. Il y a une occupation de l'espace, il y a une diction à avoir, il y a tout un tas de choses, tout un tas de codes qu'on ne connaît pas si on passe pas par un minimum de formation théâtrale. Et donc c'est vraiment important pour moi, je pense, d'avoir une formation théâtrale avant de se lancer là-dedans. Ou alors de se perfectionner en même temps. Mais c'est drôle, aujourd'hui, on est à l'heure où tout va très vite. La télé-réalité a rendu tout facile, accessible. Et puis les gens croient qu'en claquant des doigts, on peut faire de la scène. Moi, combien de fois je me retrouve dans un Uber et le type me dit « Ah, tu fais de la scène, et moi aussi, je suis drôle et tout. Y a pas moyen, tu me pistonnes un peu, tu me fais monter avec toi. Parce que voilà, tout le monde m'a dit, j'ai du talent. Ouais, mais t'as déjà fait du théâtre? Ouais, mais non, mais moi je fais de l'impro. Je dis non, l'impro c'est de la fainéantise en fait. C'est facile de dire je sais improviser, je sais lancer des vannes, tout le monde sait lancer des vannes. Mais après, il faut le jouer. Il faut réussir à faire la même chose à chaque fois, il faut savoir jouer des personnages, il faut avoir une diction correcte pour que les gens comprennent ce que vous avez à dire. Si vous parlez sur scène comme vous parlez en dehors, c'est pas possible. Oui, donc je veux bien parce que moi je sens l'addiction, le fait. Et moi il y a un truc qui m'a toujours, je sais pas comment dire, mais
qui m'a toujours ébahi chez vous, qui m'a toujours, enfin, je sais pas, qui me parle beaucoup, c'est ce côté où vous affichez clairement vos origines et vous y rajoutez un petit côté panafricain. Vous avez un côté panafricain que moi j'aime beaucoup parce que je pense que le panafricanisme c'est effectivement un combat, c'est l'avenir, mais c'est la liberté, c'est tous ces combats, l'émancipation, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Et je trouve que dans votre tenue et tout ça, vous essayez de l'incarner. C'est faux? Non, c'est vrai. C'est vrai, et puis c'était aussi une manière détournée de pouvoir être qui je suis. Aujourd'hui, par exemple, je porte le voile, et le porter de manière un peu plus traditionnelle, ça m'aurait sûrement fermé beaucoup de portes. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça en considérant que c'est un symbole politique, alors que ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, c'est religieux, et c'est un témoignage de ma foi et de mon amour envers Dieu, et de mon application de la religion. Après, c'est quelque chose d'intime qui normalement ne devrait concerner que moi, mais malheureusement, c'est visible, les gens le voient. Donc il fallait trouver un espèce de subterfuge pour réussir à allier les deux, monter sur scène, mais en même temps rester qui je suis et en accord avec mes valeurs et mes principes. Donc la manière de porter le voile, mais en turban avec un petit boubou coloré, c'est un peu moins effrayant peut-être pour quelqu'un de type caucasien. Et du coup, ça crée pas de barrière tout de suite. En fait, ça m'a permis de faire venir dans ma salle de spectacle des gens qui savaient pas forcément que je portais un foulard ou que j'étais pratiquant en tout cas, et puis qui sont venus écouter ce que j'avais à raconter. D'abord la comédienne, l'humoriste, ils sont venus entendre ce que j'avais à dire. Et au bout d'une demi-heure de show, je leur parle de plein de choses, et puis au bout d'une demi-heure, je finis par leur avouer que c'est un voile. Mais là, c'est trop tard, parce que comme je suis entrée dans leur cœur, ils m'aiment bien, et ils peuvent pas se barrer en milieu de spectacle. Et donc, du coup, on a réussi à dépasser cette barrière. Et c'est chouette, je trouve, parce que malgré tout, les gens s'arrêtent beaucoup aux apparences. Et le fait de les faire entrer dans la salle de spectacle sans savoir vraiment qui je suis, en voyant une fille qui est habillée toutes les couleurs, avec un boubou, avec un turban, etc., ils se demandent ce que j'ai à raconter, qui je suis. Ce spectacle qui s'appelle Femme de couleur, on se demande ce que cette fille va raconter. Et puis, il y a ce petit passage qui parle du voile, qui explique un peu que tout le monde a changé de manière de se comporter. Le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, qu'on m'a tout de suite enfermée dans une case de cette pauvre femme soumise et opprimée qui n'avait pas le droit de sortir, à qui on a imposé des choses, alors que je suis un peu tout le contraire. Je veux dire, c'est mon mari qui est à la maison, qui fait le ménage, les courses et la bouffe. C'est moi qui voyage, qui suis jamais là. C'est moi qui suis la grande gueule, alors que lui est très discret. Je veux dire, on est très loin des clichés qu'on peut imaginer sur une femme qui porte un voile. Bah, votre mari, on va vous le rendre hommage, c'est lui qui travaille, quoi, en fin de compte, hein, c'est ça? Oui, et il passe son temps à me dire ouais, respecte mon travail, parce que c'est lui qui fait tout et moi je mets le bazar. Je suis une bordélique alors que lui est assez maniaque. Et pourquoi vous prenez un accent en disant que Parce qu'il est antillais, il a cet accent-là quand il parle. Je l'exagère un peu. Il est d'où des Antilles? De la Martinique. Et Martiniquais d'où de la Martinique? Il est né à Chelchière. Et tout un programme, Chelchière. Ouais. Il est né à Chelchière et sa famille habite vers Rivière-Pilote. Ah bah Rivière-Pilote, ouais, comme quoi. Bon, on salue tous les Antillais qui nous regardent, parce que nous, avec les origines jeunes, on a un lien particulier avec les Antilles à travers Frantz Fanon. Donc c'est pour ça que je parlais de panafricanisme, de ces combats d'émancipatrices. Et je trouve que vous le portez bien, Samia. La Tunisie, à la base, elle s'appelait Efriqiya. Et c'est elle qui a donné son nom au continent. Et moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vais en Tunisie et qu'on me dit « Il y a beaucoup des Africains ici, hein, ici on aime beaucoup les Africains !» Je dis « C'est peut-être parce qu'on est en Afrique, en fait, qu'il y a beaucoup d'Africains. » Et c'est drôle, parce que les Maghrébins ne se considèrent pas comme Africains, alors qu'ils font partie du continent. Donc à un moment donné, il faut être logique. Si on est sur le continent, on est aussi on est africain, on n'est pas, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je trouvais ça, je l'avais souligné, parce que je trouve ça fabuleux, parce que vous portez bien ce panafricanisme. Oui, même si ça en dérange certains. Moi, je sais que je me mange souvent des piques parce que je ne suis pas mariée avec quelqu'un de chez moi, que je sors de l'image qu'on se fait de la maghrébine et que y a... J'aime bien le côté « je ne suis pas mariée avec quelqu'un de chez moi ». Tu es marié avec un être humain, c'est-à-dire que chez toi, c'est la planète Terre, si tu veux. Il n'est pas de Mars, le gars. Il n'est pas de Jupiter. Mon ami, on est d'accord. Toi et moi, on est d'accord, on connaît tout ça. Mais les autres gens ne connaissent pas. Ces gens-là, ils disent, il faut te marier avec ton cousin, si possible, comme ça tu fais des enfants consanguins, et puis on continue dans les travers de la tête. Parce que si on poussait, non mais tu as raison de le dire, parce que c'est avec humour, parce que si on poussait le raisonnement, avant, de village à village, ils ne se mariaient pas parce que c'était déjà des étrangers. Ouais, c'est ça. Donc en fin de compte, d'un pâté de maison, on est déjà étranger de quelque chose. Donc maintenant, j'essaie de comprendre en me disant, mais il y a un moment donné, il faut dépasser quand même, non? Oui. Même dans les villages français, il fonctionnait comme ça aussi. Hein. Mais c'est pour ça que je dis oui. C'est pas que au pays, et c'est vrai que c'est dommage, parce que en réalité, plus on s'éloigne de chez soi, et moins on a de problèmes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Parce que plus on est proche, et plus il y a des histoires familiales qui sont là depuis longtemps. Donc ça risque de créer des conflits. Alors que là, le type, il vient de 8000 km, on peut pas créer de conflit avec sa famille, c'est foutu. Ah, c'est possible, hein. Il y a des gens qui sont capables, hein. Il y a des gens, le conflit, ils baignent dedans. Ouais, c'est un truc naturel. Moi, j'ai un beau-frère qui dit toujours, il y a des gens qui préfèrent les ennuis à l'ennui.
Et je pense que C'est une ça. très belle formule. Ouais. Je trouve que c'est une belle formule. Et moi, j'ai vu, alors on va y revenir, mais Samir Othman, je sais que vous êtes aussi quelqu'un toujours très engagé. Moi, je vous ai connu aussi dans beaucoup d'actions militantes. Vous vous engagez. Pour vous, c'est important de soutenir les causes justes, nobles. Pour moi, c'est le sens de ma vie. Moi, je suis là juste pour essayer de rendre service et de rendre le monde meilleur à ma petite échelle. Je pense que si chacun fait sa part, comme dit la légende, vous connaissez peut-être la légende du petit colibri? Oui. Ouais. Et bien pour moi, si chacun fait sa part, demain, on peut œuvrer pour un monde meilleur. Donc, quand Mais on vous pouvez la m'appelle... raconter pour les gens peut-être qui Bien nous sûr, regardent. pour les gens qui ne la connaissent pas. Mais avec vos trucs humoristiques, quand même, c'est très... Ok, c'est l'histoire d'une forêt qui était en feu. Et puis, il y a un petit colibri qui s'amuse à faire des allers-retours entre le lac et la forêt en feu. Et puis, il y a un corbeau qui passe et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Depuis tout à l'heure, tu fais des allers-retours comme ça ?» Il dit ben, « J'essaye d'éteindre le feu avec le peu d'eau que je peux prendre. » Et je dis « Mais tu n'y arriveras jamais. » Il dit « Oui, mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. » Et donc, je pense que si chacun fait sa part, demain, le monde peut être meilleur. Et c'est bien ça notre problème, c'est qu'on est persuadé qu'à notre petite échelle, on ne peut rien. Mais si chacun fait quelque chose, c'est le monde entier qui change. C'est pour ça qu'on ne change pas le monde, parce que chacun pense que l'autre va le faire, et que nous, on n'est rien, alors que on est un maillon d'une chaîne, en réalité. Exactement. Alors, juste avant, j'allais venir, et je sais que la dernière fois qu'on s'est vu sur une scène, vous étiez sur une scène, c'était en solidarité avec la Tunisie. Ouais. Et je me souviens que quand je vous avais croisé au Sénégal, Algérie, vous m'avez dit que ce regret, c'est de ne pas avoir joué avec la Tunisie. Et vous avez joué là pour la Tunisie en France. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé avec la Tunisie alors? Ben, ça commence enfin à s'ouvrir. Là, je reviens d'un festival du rire à Djerba que j'ai organisé avec ma petite équipe. Et on a fait venir des artistes étrangers et aussi des artistes tunisiens sur une scène francophone. On a joué dans un amphithéâtre devant presque 4000 personnes. Et ça a été un très beau moment. Et je commence enfin à avoir le soutien de toute la communauté tunisienne. Donc l'ambassadeur de France en Tunisie m'a beaucoup aidé. Olivier Poivre d'Arvor, et qui est très investi pour la Tunisie d'ailleurs. Mais il y a aussi les ministères en Tunisie qui se sont aussi bougés, et toutes les grosses enseignes tunisiennes. Tunisair m'a filé un coup de pouce, le ministère du Tourisme, la Culture a accepté de nous aider aussi pour nous faciliter les démarches administratives. Il y a un vrai engouement qui se crée autour de ce festival que j'ai voulu organiser pour filer un coup de pouce au tourisme. Et du coup, je suis ravie parce que ça se met enfin en place. Il a fallu des années d'acharnement, de Est-ce que vous avez pleuré sur scène de jouer chez vous en Tunisie? Qu'est-ce que ça vous a fait? À la fin, oui, j'avais les larmes aux yeux. Mais c'est normal. Après, c'est normal. Le truc, c'est que nous, enfants, on dit... Vous jouez sur la terre de vos ancêtres, quoi. Voilà, enfants issus de l'immigration, on a ce problème de double culture où finalement, on ne se sent pas à notre place, ni ici, ni là-bas. Ici, partout où on va, on nous dit alors les Arabes. Et puis quand on arrive là-bas et qu'on entre dans une boutique, on dit bonjour de la France, ça va? Mais quelle France? J'ai même pas encore parlé, je porte la même tenue que toi, comment tu sais que je suis pas de là? Ils le savent. Les gens savent, on dirait qu'ils ont un détecteur. Et du coup, depuis que je commence à me faire connaître en Tunisie, les gens dans la rue me reconnaissent et me disent alors la djerbienne, ça va? Parce que je viens de Djerba. Oui, parce que Djerba, c'est les Djerbiens. On n'a pas parlé des Djerbiens. Alors, les Djerbiens, c'est des gens qui vous vendent tout et n'importe quoi. C'est des gens, quand vous serrez la main de Djerbien, il faut toujours recompter ses doigts. Hein. Oui, c'est ça. On est berbères, en fait. Et on est un peu les Kabyles de la Tunisie. C'est ça. C'est un peu ça. C'est les berbères. Et donc, pourquoi c'était des bons commerçants, les Djerbiens? Parce qu'ils parlaient en berbère entre eux quand les autres venaient acheter chez eux. Et du coup, ils arrivaient à escroquer les gens ou à faire passer les messages qu'ils avaient envie de passer. Et je crois que les Djerbiens, c'est drôle, je connaissais quelqu'un qui m'a raconté une anecdote, qui est Djerbien. Je crois que son grand-père, qui avait une tenue pas adaptée, était à Tunis. Il a voulu rentrer dans un grand café pour se faire servir alors qu'ils avaient beaucoup d'argent. Et le gars ne l'avait pas servi. Et les Djerbiens, qui ont un peu de fierté apparemment, de ce que me disait le copain, vous allez me dire oui ou non, et ben, il a racheté le café. En disant c'est qui le truc, il a racheté le café. Comme ça, il a dit voilà, maintenant je rentre, je suis chez moi. Je ne connaissais pas cette histoire, mais ça ne m'étonne pas. C'est un Djerbien qui m'a dit c'est de sa famille. Donc, vous voyez, comme quoi les Djerbiens sont un peu. Ils ont un peu de la fierté, comme les Algériens. Ils ont un peu de nif, quoi. Ils ont un peu de nif, voilà, vous confirmez que les. Voilà, donc on salue les Djerbiens qui nous regardent et tous les Tunisiens d'ailleurs. Et moi, je suis assez. Franchement, je suis assez content que tu aies joué en Tunisie. Parce que je sais que ça te tenait à cœur. Et je suis content qu'enfin, et je salue tous nos amis tunisiens qui nous regardent, et les responsables tunisiens, enfin vous reconnaissez les talents, et j'appelle tous les pays d'Afrique à reconnaître et à soutenir ces enfants. Et d'ailleurs, je crois que vous avez un article sur le Figaro là-dessus. Oui, il y a eu un article sur le Figaro qui est sorti, qui parlait de l'action qu'on a mise en place. Et du coup, tout le monde est très fier, en fait, que le Figaro, qui n'est pas censé être un journal qui soutient ce genre d'initiative, est soutenu pour l'occasion, justement. Et je voulais vous remercier, cher Akli, parce que c'est ce que vous dites à chaque fois, que voilà, les Tunisiens n'ont pas reconnu le talent d'une Tunisienne. Et une fois où j'avais joué chez vous,
Au Centre culturel algérien. Au centre culturel algérien, j'allais dire à l'Institut, au centre culturel algérien, c'est ce que vous aviez dit devant les officiels tunisiens qui étaient présents, et ça m'avait beaucoup touchée. Parce que vous leur aviez dit ce jour-là, si vous n'en voulez pas et si vous ne la mettez pas en avant, on va la récupérer, on va dire qu'elle est algérienne. Ouais, et du coup, j'avais trouvé ça trop mignon, donc merci beaucoup. Non, mais c'est normal, parce que je crois que ce qu'on fait là, c'est pour faire avancer les choses, c'est tous ensemble, comme tu disais, on est tous un petit maillon de la chaîne, et je crois que je ne comprends pas que les gens ne le comprennent pas, ça. Et c'est vrai que moi, quand j'en avais parlé en Algérie, tu me l'avais dit, cette envie de jouer en Tunisie, et c'est normal qu'on partage ça, comme quand Sami Amara est sorti de scène en Algérie en train de pleurer. Bien sûr. Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre que les gens soient attachés à leurs origines. Alors, on aurait applaudi, c'était un Auvergnat, on aurait dit magnifique, qui s'intéresse à l'Auvergne, il est attaché à ses origines, à ses parents. Et là, dès que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté de la Méditerranée, oh ouais, c'est du communautarisme, pourquoi il s'intéresse, pourquoi il veut pas être que français, pourquoi... Ouais, alors que ça n'a pas de sens, parce que les premiers communautaires sont les Français quand ils vont à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance d'aller jouer en Afrique subsaharienne, par exemple, et c'est des quartiers entiers qui sont consacrés aux Français. Les Français ne se mélangent pas aux autres, donc ils sont vraiment très communautaires. Et même si on jette un coup d'œil sur Facebook, c'est toujours les Français à Dubaï, les francophones à tel endroit. C'est vraiment, ils se replient sur eux. Pourquoi ? Parce que quand on est à l'étranger, quand on est loin de ses racines, on a besoin de quelque chose qui nous rattache à d'où on vient. C'est une manière de se sentir en sécurité. Et donc, c'est drôle parce que les Français le reprochent aux autres, alors que c'est les premiers à l'appliquer. Donc peut-être que c'est juste qu'on a suivi leur exemple, on a été colonisés pendant longtemps. Oui, c'est ça, donc c'est pour ça, en fin de compte, on a pris de mauvaises choses, des fois, on prend le truc. Mais c'est vrai que vous avez, même dans vos spectacles, quand vous parlez, y compris du voile, de sujets un peu qui fâchent, y compris de cette boutique où vous étiez rentré avec des juifs qui vous ont accueilli, qui vous ont dit, si tu me fais rire, ma sœur, je t'offre le repas, ou je sais plus. Vous traitez quand même des sujets graves, mais avec de l'humour, et quand vous parlez du voile, il y a derrière tout ça un message, mais ça passe toujours avec un peu d'humour. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans des sujets qui sont universaux, si je puis dire. Vous parlez que d'universel, en fin de compte. C'est ça, c'est des questions d'humain, en réalité. Et comme je le fais avec beaucoup d'amour, les gens ne se froissent pas. Parce que je suis pas là pour... Je suis pas là pour leur faire mal, je suis pas là pour les déranger. Je suis là juste pour les faire réfléchir et leur apporter beaucoup d'amour. Et généralement, ça marche, parce que c'est quelque chose qui rassemble. Oui, mais c'est vrai que ça marche, et sur scène, on voit bien que les gens font osmose. Et moi, je trouve que vous avez fait quand même, depuis la première scène, un bon bout de chemin quand même. Hein. Vous êtes maintenant devenu... Parce que souvent, on fait découvrir des gens dans cette émission. Vous, c'est pas une découverte, parce que maintenant, vous êtes quelqu'un quand même d'assez connu. Mais je pense que les gens ne connaissaient pas ce côté, cet attachement à la Tunisie, et ce combat que vous meniez pour la diversité, justement, et la reconnaissance le droit de chacun d'être ce qu'il est, quoi, non ? C'est drôle, hein, parce que quand on dit que je suis connue, ça me fait toujours bizarre. Parce qu'il y a peut-être que moi qui ne le sais pas encore. Chaque fois que quelqu'un m'arrête dans la rue, je suis toujours étonnée. De me dire, il me connaît. Mais ça commence effectivement à prendre forme. Et puis les gens découvrent effectivement de plus en plus mon attachement à mon pays d'origine, à mes racines, à ma culture. Et d'autant plus depuis qu'il y a eu les attentats et que j'ai vu que les gens là-bas avaient beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. En fait, surtout à Djerba, par exemple, quand je vais à Djerba et que je vois que c'est vide et que plus personne n'ose venir parce qu'ils ont été touchés par les attentats, je me dis c'est quand même triste parce qu'en France, il y a eu beaucoup plus de morts relatifs aux attentats qu'en Tunisie. Et pour autant, ils n'ont pas décidé de fuir le pays et d'aller vivre ailleurs parce qu'ils avaient peur de la menace terroriste. Et donc, je trouve ça dommage qu'on boycotte certaines destinations parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose alors que finalement, dans aucun endroit du monde, on est à l'abri. C'est vrai. Et d'ailleurs, je souris parce qu'en même temps que vous faites ça, je me disais, la Tunisie, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais les Algériens lui disent, on va venir vous soutenir. Alors, ils sont tous là-bas en tourisme l'été, ce qui n'est pas une chance parce que comme ils sont parfois insupportables, je pense que les pauvres Tunisiens, bien sûr que c'est une chance. Elle n'en peut plus. C'est une chance. Les Tunisiens adorent les Algériens. Et au lendemain des attentats, les Algériens ont été les premiers à soutenir. Et ça a fait beaucoup de bien à la Tunisie. Parce que l'air de rien, la Tunisie se serait cassé la figure s'ils n'avaient pas pu vivre grâce à ça. Et cette fraternité, elle était magique. Moi, j'ai discuté avec un journaliste que j'avais rencontré sur un rallye qui faisait le tour de la Tunisie. Et c'était un journaliste algérien qui était venu pour l'occasion, avec toutes les gazelles qui étaient venues faire le rallye. Et il me disait, mais nous, quand on a appris ce qui s'est passé chez vous, on a tout de suite eu mal parce que ça nous a rappelé les années noires en Algérie. Et le seul endroit où on allait souffler, c'était chez vous. Donc pour nous, on ne voulait pas que la Tunisie subisse la même chose que l'Algérie. Et j'avais trouvé ça tellement beau quand il me l'a expliqué, parce qu'il m'expliquait que c'était vraiment leur soupape, et que chaque fois où ils en pouvaient plus, parce que là-bas c'était, tous les deux pas, voilà, c'était oppressant, tous les deux pas ils étaient contrôlés, etc., les checkpoints, machin, et bien il me disait le seul moment où on pouvait souffler c'est quand on allait en Tunisie, et on espère vraiment que ça va se rétablir et que ça va aller, et que... Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, ce qu'il faut savoir, pour les téléspectatrices et les spectateurs qui nous regardent, c'est que la Tunisie n'a jamais fermé ses frontières avec l'Algérie, y compris dans la décennie noire. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont tourné le dos. La Tunisie n'a jamais fermé ses frontières.
Elle a toujours été solidaire. Donc je pense que c'est aussi ça que l'Algérie reconnaît à la Tunisie aujourd'hui. Et bien c'est vrai, ce que vous dites est important. Ou ce que tu dis, parce que des fois tu te souvent, mais c'est vrai. Mais si tu veux, parce que les gens ne se rendent pas compte, et je le dis à tout le monde, laisser ne pas aller en Tunisie, c'est laisser la porte ouverte à la déviance, tout ça. Au contraire, il faut y aller. La Tunisie a besoin des gens, a besoin du tourisme pour s'en sortir. Clairement. Parce que c'est sa recette principale. Clairement. Et donc, qu'est-ce que vous devez dire aux gens? Qu'il faut qu'ils viennent. On ne peut pas laisser, on peut pas laisser la peur s'instaurer. Si on a peur, dans ces cas-là, on ne sort plus de chez soi. On ne traverse plus la rue parce qu'on a peur de se faire écraser. On ne consomme plus de légumes parce qu'on a peur qu'il y ait des OGM dedans et qu'on risque de mourir d'un cancer. Dans ces cas-là, on ne fait plus rien. Maintenant, il faut juste vivre. Au contraire, c'est un hymne à la vie et un hommage à ces gens qui sont morts inutilement que de continuer à vivre et de continuer à aller dans ces endroits-là. On n'est pas plus en insécurité en Tunisie qu'en France. Et la Tunisie, c'est quand même... on peut saluer la mémoire d'un de Bourguiba parce que c'est lui qui a instauré l'égalité entre les hommes et les femmes. Ouais. Hein, c'est quand même le pays dans le monde musulman qui est un exemple là-dessus, non? Oui, et d'ailleurs récemment, ils viennent de voter une loi aussi contre la violence faite aux femmes, où enfin ils ont enlevé cette loi horrible qui permettait aux violeurs de s'en sortir en épousant la femme qui l'avait violée. Parce qu'il y a encore certains pays où c'est le cas. Et du coup, cette loi a été totalement radiée et le violeur n'épouse en aucun cas la femme qui l'a violée pour se racheter, entre guillemets. Et donc c'est un pas dans les droits des femmes en Tunisie. Et effectivement... la femme a toute une place très considérée en Tunisie. Sa voix porte, et de plus en plus, Dieu merci. Eh bien, si vous le regardez dans les autres pays du Maghreb et les pays musulmans en général, essayez de vous inspirer de la Tunisie. C'est toujours bon de s'inspirer des choses qui font avancer l'humain. Mais surtout qu'à l'origine, dans l'islam, la femme a une place très importante. Je veux dire, elle est très respectée et malheureusement, c'est la pratique culturelle qui dévie le message initial. En réalité, on dit que la femme, c'est le pilier de la maison, qu'elle doit avoir un maximum d'éducation parce que c'est elle qui va transmettre le relais à ses enfants. Si la femme travaille, elle n'est pas obligée de donner son salaire à son mari. Il y a énormément de privilèges que la femme a et qu'on ne met pas en avant, en fait. Quand on entend parler de l'islam à la télévision, ou quand on entend ce qu'on raconte sur la femme musulmane, c'est juste horrible. Ce qui se passe en Arabie Saoudite, le fait que la femme n'ait pas le droit de conduire, ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais oui, ça c'est culturel, c'est pas du tout religieux. Bah, c'est comme le débat avec les sandales et les chaussettes. Quand on a fait ce truc-là, je ne sais pas si tu avais suivi ça. Ouais, il disait qu'il fallait mettre des chaussettes par rapport au truc religieux. J'ai dit, je viens de découvrir que les Allemands étaient musulmans, quoi. Parce que les sandales avec les chaussettes, il y a des trucs comme ça. C'est juste une faute de goût. Voilà, je pense que je peux faire de l'humour. Et c'est vrai qu'on disait que la femme, c'est la moitié du chemin vers le paradis dans la religion. Ouais. Je me suis dit, comme on a le droit à 4, je me suis dit, c'est pour avoir un aller-retour au cas où les gens pourraient se... Moi, je pourrais faire, c'est pour faire un peu d'humour aussi. On change la sauce. Non, mais je crois qu'il y a à un moment donné des dérives graves, y compris sur cette question de la religion, quoi. Je pense que la religion, c'est une pratique, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que tu l'as dit, pardon, c'est une pratique entre soi et la suite, c'est intime. Et alors dans l'islam sunnite. Aujourd'hui, on a la police du haram, en fait. Les gens sont là en train de surveiller ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça doit être une relation entre la créature et son créateur, tout simplement. Mais dans l'islam sunnite, c'est ça, normalement, c'est ça. Sauf que c'est fatigant. Il y a des gens qui se sentent représentants de la police du vice et de la vertu et qui viennent imposer ou dire ce que vous avez à faire alors que ça ne les concerne pas. Je veux dire, chacun sera jugé selon ses actes et c'est lui que ça regarde. Et t'as pas un sketch à faire sur la police du vice et de la vertu à dire? Moi, j'en parle un peu dans mon spectacle. Ah oui? Je parle dans le sketch que je raconte sur le voile. Et je dis que quand même la vanne la plus drôle que j'ai entendue, elle venait de la part d'un musulman. Le type m'envoie un message et il me dit Salam alaikum ma sœur, peut-être n'avez-vous pas remarqué que sur la photo que vous venez de poster, on voit un peu vos cheveux. J'ai répondu et alors, tu kiffes? C'est énorme. Mais j'ai vu des vidéos là-dessus où tu avais fait sur des réponses à des sujets d'actualité qui étaient très intéressantes et qui étaient bien à propos quand même. Hein. J'essaye. En fait, l'humour est là pour désengranger tout ça. Il est là pour... En fait, quand on arrive à faire rire quelqu'un, tout de suite, il descend de ses positions. Les gens prennent beaucoup de hauteur face à ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient être. Et dès qu'on les pique avec un peu d'humour, eh bien, tout se dégonfle en fait. Et c'est ça qui est drôle. Moi, j'adore mettre les gens mal à l'aise. J'adore faire rire à un moment sérieux. J'adore parler à des gens qui ont beaucoup de standing et qui ont beaucoup de prestance et qui regardent les gens de haut. J'adore les faire rire ou les déconcerter. Je trouve ça tellement amusant en fait de voir ce qui se cache derrière cette apparence.
C'est... Et en fait, Samir Osman, c'est un troublion c'est le troublion de la scène, quoi. C'est un ça. troublion de la société, c'est le troublion de la vie, c'est ça, non? Ouais, et je crois que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à me catégoriser. J'ai toujours été comme ça, même avant de porter mon bout de tissu sur la tête. Je suis jamais entrée dans les cases. Quand j'étais au lycée, un jour, je venais en baggy, le lendemain, j'étais en tailleur, le surlendemain, j'étais en mini-jupe. J'avais chaque jour rien à voir avec mon style vestimentaire. Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on m'enferme dans une case. Qu'on dise, ah, Samia, la fille qui s'habille comme ça ou qui est comme ça. Non, tu sais pas qui je suis multiple, je suis pas que ce que toi tu imagines. Et donc, c'est ça que je trouve génial, c'est d'être insaisissable et qu'on sache pas en réalité où est-ce que tu peux te placer. Tu vois, il arrive des trucs bêtes. Par exemple, je fais pas de bisous aux garçons. Je fais pas la bise. Ça, je le sais depuis toujours. Ouais, Mais tu serres la main. Ouais, Tu refuses pas de serrer la serre main. la pince. Voilà. Je trouve que c'est un minimum, il faut trouver un juste milieu. Voilà. Donc, moi, c'est ma manière de jauger. C'est un bon compromis, comme on dit. J'ai décidé de faire ce Il compromis. n'y a pas de compromission, mais il y a un compromis qui construit. Et puis, tu as des types qui ne comprennent pas. Tu vois, qui insistent, qui disent non, mais pourquoi tu fais pas la bise? Je dis, mais écoute, ça me concerne, c'est ma bouche, c'est mes joues. Est-ce que c'était ton rêve d'embrasser une grosse? Il y en a plein dans la rue, tu chopes celle que tu veux, tu lui tapes la bise et tu me fais pas chier. et en fait. J'aime bien les façons de s'ouvrir. Mais parce que c'est vrai, c'est ma bouche et c'est mes joues et j'en fais ce que je veux. Et si moi, j'ai pas envie de faire de bisous, pourquoi toi, tu vas m'imposer tes bisous à toi? Il me dit non, mais c'est religieux. Je dis, mais ça te concerne pas. Alors, je te demande juste de respecter. Je rectifie. Samia Osman n'est pas grosse. Parce que la télé, ça truc, même moi j'apparais truc, donc ce qui n'est pas dans la réalité, donc la télé, ça grossit, ma J'ai soeur. aucun problème avec mon poids. Non, Mon mais ça ami, en grossit, Afrique monsieur. subsaharienne, je suis une bombe atomique. Mais oui, les critères de beauté diffèrent en fonction des pays. Moi, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, tout le monde me draguait sur la route, parce que pour eux, j'étais bien en chair. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que les gens, on les aime comme ils sont. C'est une question de goût. En fin de compte, c'est comme pour tout, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai, les gens l'oublient. Et donc là, pour moi, c'est quoi l'actualité de Samia Osman pour la rentrée? Ben, je reprends au point virgule tous les mardis, mercredis à 19h. Mardi, mercredi à 19h au point virgule. C'est ça. Eh bien, je pense qu'on fera une petite délégation pour venir voir ce nouveau spectacle. Welcome. Et donc là, si Samia, l'émission va toucher à sa fin, donc si tu as un message, je te laisse un message à délivrer à des gens, je sais pas, tes parents, la Tunisie, le panafricanisme, ou quelqu'un qui a un événement récent, je sais pas si tu as un message à faire à toi. Alors, il y a ma petite nièce qui vient de se marier, et c'est moi qui lui ai présenté un de mes fans. Ah bah alors, si en plus elle marie, venez au point virgule si vous cherchez un mari ou une femme. Bah c'est ça, j'ai l'impression d'être devenue marieuse, j'ai réussi à présenter 3 couples qui se sont mariés. Et du coup, je pense avoir l'œil pour trouver les bonnes personnes. Et ben la petite Lilia, à qui j'ai changé les couches il y a pas si longtemps que ça, je te souhaite beaucoup de bonheur, plein d'amour, plein de belles choses, et j'espère que j'ai choisi la bonne personne pour toi. Voilà. Bah, Lilia se reconnaîtra. Donc, en tous les cas, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi à la Tunisie À la Tunisie, juste de redevenir ce qu'elle était et de continuer à rester un pays libre, indépendant et aussi exceptionnel. Samia Osman, merci. Merci de nous avoir fait partager un peu de ton univers. Merci à toi de m'avoir Merci de nous avoir parlé de ce qui te tenait à cœur, de tes passions. Et écoute, rendez-vous donc les mardis et... Mercredi à 19h. Mardi et mercredi à 19h au point virgule. Donc on se retrouvera certainement tous là-bas parce que je pense qu'il faut y aller. Et puis y aller, c'est important parce que si nous-mêmes, nous n'allons pas soutenir les artistes, eh ben on leur donne pas une aura qui, eux, ne peuvent pas porter ces combats qu'on a envie qu'ils portent. Donc c'est le public qui fait l'artiste, donc ne l'oubliez jamais, soyez présents pour soutenir les artistes que vous aimez, soutenir les artistes qui soutiennent des causes nobles et justes. Donc Samia Osman, à bientôt, au point virgule, hein, donc, le mardi et le mercredi à 19h, et à nos téléspectatrices et téléspectateurs, on leur dit au revoir et à vendredi prochain, 20h, avec un nouvel invité. Bonsoir et bonne soirée.